nous avons l'intention, on en a parlé avec Marielle et Robert, de faire une séance, non pas d'1 heure, mais de 2 heures une fois par mois sur les questions européennes, qui sera précisément axée sur les problématiques européennes, avec non pas un, mais probablement 2 intervenants quand ça sera 2 heures. Mais pour les autres, et pour prendre l'habitude, notre intention était de faire ça une fois par semaine, en dehors des vacances, évidemment. Donc les vacances de la Toussaint, les vacances de Noël, les vacances de printemps, les vacances de Pâques, tout ça fait que c'est une fois par semaine, mais pas toute l'année, évidemment. Si vous voulez bien, je propose qu'on essaie. Sachant que toutes ces rencontres sont naturellement publiées sur Internet, qu'on peut y avoir accès, et qu'un jour, quand on sera riche, c'est-à-dire quand les poules auront des dents, on va le faire en direct, ça coûte un peu plus cher, pour que des intervenants puissent se joindre à notre discussion. J'ajoute, puisqu'on est sur Internet, au moment en tout cas où nos amis de province regarderont ça, qu'on envisage aussi d'en proposer pour des réunions en province. Que ça ne soit pas uniquement à Paris. Mais vous voyez que ça demande une logistique un peu plus importante. Et je propose donc qu'on rôde ces conférences dans un premier temps sous cette forme. Naturellement, elles seront transcrites par écrit. Peut-être pas celles de Pisani-Ferry ce soir, mais elles seront transcrites par écrit de manière qu'on puisse aussi avoir un accès à ces échanges d'idées. Donc, vous êtes naturellement tout à fait libre et tout à fait bienvenu de nous proposer des sujets et des personnalités que vous souhaiteriez voir. C'est une chance que nous ayons cette salle, cet équipement, et viennent volontiers les gens qui réfléchissent et les conférenciers, parce qu'on a la réputation qu'ici c'est de bonne foi. Et donc c'est très... Vous êtes parfaitement libre de suggérer, de demander, de nous inviter à prendre contact avec quelqu'un que vous avez entendu, qui vous paraît bien, intéressant. Tous les problèmes sont naturellement ouverts. D'accord ? Bon, eh bien, on va maintenant ouvrir la discussion. Tout est ouvert. On va faire un peu d'économie, un peu de politique, un peu de... autant que vous le voudrez. Ces jeunes gens qui filment là sont les bienvenus, mais ce n'est pas pour une émission d'actualité, c'est pour une émission qui vient faire des images de réflexion. Donc, vous ne diffuserez pas sans notre accord, hein, donc, pour que tout le monde puisse s'exprimer librement. D'accord ? Jean-Pierre, vous voulez... Je veux bien dire un mot, parce que je pense qu'il y a d'abord de la ressource, dans le sens que moi j'étais très frappé par la qualité de ces réunions du samedi, tant que je me souvienne, au cours de la campagne présidentielle, n'est-ce pas, où quantité d'idées germaient en commission, étaient rapportées, etc. Donc nous avons là déjà un certain nombre de fidèles. Il y a tous ceux prêts à discuter avec nous, non pas de tout et de rien, mais de sujets d'actualité politique qui nous intéressent, nous, mouvement démocrate, et sur lesquels nous voudrions tenter d'avoir quelques vues pertinentes et originales. Il y a tout l'apport, je dis ça un peu immodestement, de l'université populaire qui est évidemment mise à contribution dans tout cela et qui apporte toutes ces forces. Il y a un peu plus fort, oui. Il y a tous ceux qui nous ont fait l'honneur et l'amitié de venir à Guitel commencer à déballer leur petite affaire. Je pense que donc, je dirais, essayer de trouver des intervenants notoires qui sont capables de nous expliciter de manière originale et à pour notre profit politique un certain nombre de grands
grandes questions. Bon. Alors, reste à définir les grandes questions. Moi, je raisonnerais plutôt, non pas en semaine ni en mois, mais plutôt sur le nombre de sujets sur lesquels nous voulons réfléchir le plus intelligemment possible à l'heure et disons, dans l'année, à l'heure d'aujourd'hui et dans les mois qui viennent. Alors, nous, avec Agnès Louis Bayrou, nous avons un peu, dans la lancée de l'Université populaire, réfléchi à des sujets que nous mettons bien volontiers dans la corbeille. Je peux peut-être les énumérer. Oui. En l'état, nous en sommes là. Je pense qu'il y aura une réflexion à conduire et vous avez, François, et nous avons tous en tête le nom de Michel Cotta. Oui, Michel Cotta sera la prochaine invitée. Eh bien, les dates ne sont pas fixées. En décembre à coup sûr, mais la date est fixée désormais. C'est fixé. C'est fixé. Donc sur Média... Je vais vous dire. J'y viens. Il n'y a pas de photo à envoyer, là. Non. J'y viens. Elle vient en train 18 décembre. Oui, c'est ça. Bonne question. Non, sur Média et démocratie, elle peut... 18 décembre. On va lui demander d'affûter un sujet. 18 décembre. Démocratie et médias. Si on peut, on commencera le rythme régulier des rencontres hebdomadaires le mardi précédent, le 18 décembre, ou antéprécédent. Hein, donc, peut-être dans 2 semaines. Et en tout cas, Michel Cotta est fixé le 18. Voilà. Bon, autre sujet... il y a actuellement une réflexion en cours d'ordre sociologique, d'architecture ou d'économie et de gestion municipale sur qu'est-ce que c'est que l'écartèlement des métropoles urbaines, n'est-ce pas, entre, disons, le global et le local. Qu'est-ce que c'est que la nouvelle gestion que nous impose le nouveau siècle. Et là, je pense qu'Olivier Mongin qui devait venir à Guidel d'ailleurs, Olivier Mongin nous explique ça. De la revue Esprit. De la revue Esprit, qui nous expliquera ça très bien. Directeur de la revue Esprit. C'est un sujet qui le passionne. Nous avions, et François Peyrot, au premier chèque, coché pendant la campagne électorale, ou juste après la campagne, n'est-ce pas, un papier de Gérard Grimbert sur, au fond, le bipartisme en doute, voire en déconfiture, n'est-ce pas. Il y en a un sujet qui, pour nous, est tout à fait cardinal. Il faudra faire des explorations internationales, ça va de soi. Je crois savoir que François Bayrou prend la route de la Chine quelque part au printemps prochain. Donc là, il faudra bien qu'avec quelques experts, et notamment notre ami Jean-Luc Domnac ou François Godement, ils viennent nous expliquer un peu ce qu'est son retour de Chine et avec quel profit. Quantité d'autres sujets, pour nous, cardinal en termes européens. Qu'est-ce qu'il faut penser d'une modélisation possible de l'action de Mario Monti en Italie? Il y a là un sujet souvent évoqué, et là, ce ne sera pas très difficile de trouver qui voudra nous aider. Nous avons, vous savez, il y a un très grand assaut, pas seulement de publications, mais de travaux sur cette espèce de fracture à la fois géographique et sociale, qui est en train d'affaiblir et de recomposer ou de décomposer ce pays. Le thème de la France en miettes, n'est-ce pas, sous l'assaut combiné de fractures géographiques et sociales. Voilà quelque chose qu'un grand sociologue comme Jean-Pierre Le Goff a abondamment évoqué et qui pourra venir nous expliquer. Je signale à ceux qui sont debout au fond de la salle qu'il reste 4, 5, 6, 7, 8, 9 places au premier rang. Dans les premiers rangs. Premier rang au pluriel. Allez, venez, soyez pas timides, installez-vous. Je crois qu'on pourrait aussi s'intéresser de près à ce que pourrait être éventuellement une philosophie du développement durable, n'est-ce pas? Incantation sur ce mot, mais sans, les sous-bassements philosophico-politiques ou en philosophie politique assez argumentés. Il se trouve que là, il va y avoir des publications. Je pense que sur la question des femmes, et nous pensons là à Sylviane Agacinski, bien sûr, une séance sur, et vous savez que c'est
c'est sa thèse et sa proposition. Les femmes entre sexe et genre, n'est-ce pas, et avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur un certain nombre de nos débats de société aujourd'hui. Nicole Notat pourrait peut-être venir nous expliquer quelque chose que moi je connais mal, mais qui arrive à peu près partout dans la gestion des entreprises, dans la gestion des collectivités, qui s'appelle la notation sociale. Comment et pourquoi y a-t-il ce développement-là? On peut trouver quantité d'autres sujets. Moi, à mon sens, dans cette première exposition, je pense que nous avons, de manière utile pour l'année, n'est-ce pas, jusqu'à la rentrée de septembre 2013, nous avons une bonne dizaine, voire une douzaine de sujets à explorer qui sont d'urgence politique, me semble-t-il. Absolument. Pour le MoDem. Et là, tous les concours sont les bienvenus. Alors, voilà, vous pouvez, répétons-le, faire des propositions, vous pouvez, et de thèmes, et de personnalité. En l'état, donc, nous sommes en train de configurer tout ça. Mais alors, est-ce que sur tous ces sujets-là, ça vous paraît intéressant, important, oui, ça l'est. Inutile, enfin, voilà, je voudrais vous suggérer de vous faire accompagner par des amis, des proches, que vous sauriez intéresser, même s'ils ne sont pas militants. Parce que notre vocation, c'est d'être précisément un lieu où on réfléchit à la politique, où on en fait, mais on n'en fait pas sans y avoir réfléchi au préalable. Ce qui est, avouons-le, une curiosité dans le paysage politique actuel. C'est très important. Je vais vous dire ce que je crois, et on va ainsi lancer le débat sur la situation du pays. Ce soir, on annonce 50 000 chômeurs de plus encore, et si on compte les chômeurs à temps incomplet, si j'ose dire, on est à 75 000 de plus en un seul mois. 73 000 et... Je donne les chiffres. Oui, vas-y. Qui sont encore plus impressionnants. Donc, la progression, c'est 45 500. Ce qui veut dire qu'on est à 3 100 000 chômeurs qui sont totalement sans activité. Si on ajoute l'outre-mer, on est à 3 350 000. Si on ajoute ceux qui sont sans activité, avec une activité partielle, mais qui recherchent un emploi, on est à 4 900 000 chômeurs. Et si on intègre ceux qui sont par ailleurs dispensés de recherche d'emploi, on arrive à 5 200 000. 5 200 000, c'est la France. C'est pas, 2 ou 3 pays. C'est 5 200 000. Et je vous signale ce que j'avais dit à François il y a quelques jours. Je vous signale que, contrairement à ce qu'on dit parfois dans l'actualité, l'augmentation actuelle du chômage n'est pas une augmentation qui résulte des plans sociaux qui ont pu se produire après l'élection présidentielle. Parce qu'il faut savoir que quand il y a des plans sociaux, la plupart du temps, l'immense majorité des salariés ne pointent pas à Pôle emploi pendant 1 an, puisqu'ils bénéficient de conventions qui font qu'ils ont un maintien du salaire. Et donc, on ne les voit arriver dans les chiffres du chômage pour l'essentiel qu'1 an après. Autrement dit, la progression actuelle du chômage n'est pas liée aux plans sociaux de l'après-élection présidentielle. Et 2 chiffres simplement pour vous montrer l'aggravation et la gravité des choses. Les moins de 25 ans, donc, en 1 an, donc si on est à 9,7% d'augmentation du chômage chez les moins de 25 ans. Et c'est les chômeurs de longue durée, on est à plus 11,1% en 1 an. Donc en gros, pour faire simple, les chômeurs de longue durée et les moins de 25 ans, c'est une progression de 10%, comment dire, en 1 an. 1 900 000 chômeurs de longue durée. Les chiffres bruts, je trouve, donnent un éclairage qui est extraordinairement impressionnant. Impressionnant, qui donne toute la mesure du défi que nous, pas nous comme mouvement politique, mais nous, France, avons devant nous. Et moi, ce qui me frappe, et je suis sûr que ça vous frappe aussi, à avoir suivi l'actualité
toute cette dernière semaine, c'est l'incroyable distance qu'il y a entre les préoccupations, les affrontements, les querelles, les rivalités du monde politique et la situation réelle du pays. Avec pour moi, deux interrogations ou deux réflexions extraordinairement préoccupantes. Premièrement, tout à l'heure, Jean-Pierre disait la société explose. Les familles, les repères, les religions, voilà. Elle est dans un mécanisme d'explosion continue et d'éloignement progressif des éléments les uns par rapport aux autres. Mais la société politique aussi. C'est la même explosion qui est dans le monde politique. Et alors ça a été évidemment spectaculaire toute cette dernière semaine à l'UMP, parce que la guerre à l'UMP, ça n'est évidemment pas seulement une guerre de personnes, c'est une guerre de lignes politiques. C'est l'affrontement entre deux lignes politiques, ceux qui, dans la lignée de la campagne de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire dans la lignée de ce qu'on appelle la pensée Buisson, ont choisi d'aller chercher leur succès électoral du côté de l'extrême droite, c'est-à-dire d'exciter les gens les uns contre les autres, les passions, de rechercher les antagonismes pour faire leur succès électoral. J'ouvre ici une parenthèse. Moi, je pense que ça marche. Je ne suis pas en train de dire que cette stratégie est une stratégie qui n'apporte pas des voix. Ça apporte beaucoup de voix, hélas. Je pense qu'ils ont compris très tôt, Buisson et ceux qui l'écoutent, ont compris très tôt que, hélas, les passions en politique sont plus fortes que la raison, et les passions noires, négatives, d'agressivité, de détestation, sont plus fortes que les passions positives. Notre maître Marc Sangnier disait « l'amour est plus fort que la haine ». Non, c'est Maritain peut-être qui disait ça, enfin l'un ou l'autre. Bon, électoralement, ça se discute. Du point de vue des fins dernières, du point de vue de l'évolution de l'humanité, je crois que c'est vrai. Je crois que l'amour est plus créatif. Les sentiments de compréhension, la volonté de bien faire, la volonté de servir, l'idée de progrès, tout ça est relié naturellement. C'est plus fort que la détestation. Mais électoralement, la détestation est un moteur puissant. Simplement pour moi, un homme d'État, femme ou homme, ça ne peut pas rechercher le succès électoral à ce prix-là. Parce que le pays dont vous avez la charge, la communauté de citoyens dont vous avez la charge, cette communauté-là, elle ne peut pas survivre à l'excitation de la détestation entre les siens. Et donc, être un homme d'État, c'est précisément refuser ces facilités pour choisir au contraire une autre vision de l'avenir, une autre manière de voir les choses, une autre manière de rendre les gens compréhensifs les uns envers les autres au lieu de les rendre antagonistes les uns avec les autres et unis les uns avec les autres au lieu de les rendre divisés les uns avec les autres. Donc je ferme cette parenthèse. C'est très fort, mais on reconnaît un homme d'État à ce qu'il refuse ces facilités, dont il connaît la puissance, mais il refuse. Donc ça, c'est une ligne. Tous ceux qui sont à l'extérieur, il reste quelques places sur les banquettes, là. Venez les occuper dans les coins. Il reste 3 ou 4 places. Ne restez pas à l'extérieur.
La maison est à vous. Voilà. Et donc, ça, c'est la première ligne. Et il y a une deuxième ligne que moi, je considère comme... C'est la ligne que Jean-François Copé, pour simplifier, a choisie. Avec la puissance d'engagement de Patrick Buisson. Et il y a une deuxième ligne que moi, je considère comme plus intéressante, que je dois dire, François Fillon a exprimé courageusement quand il a dit, dans la dernière semaine en particulier, notre enjeu, c'est de rassembler la droite, le centre et même, a-t-il dit, une partie de la gauche. J'ai trouvé que c'était très courageux, je ne parle pas d'héroïsme, mais je trouve que exprimer dans une compétition interne à l'intérieur d'un parti, dont on a vérifié une fois de plus que la loi de Bayrou commandait la vie. Vous savez, la loi de Bayrou, c'est les partis se tiennent par leur noyau dur. Et ça s'est vérifié une fois de plus dans cette affaire. J'espère qu'au bout du compte, ça ne sera pas le cas. Mais, et donc, j'ai trouvé que c'était courageux et même, d'une certaine manière, désintéressé. Ce n'est pas que les uns aient tous les vices et les autres toutes les vertus, ce n'est pas ce que je dis. Mais en tout cas, je reconnais dans ce débat une partie du grand enjeu national que nous avons en face de nous. Parce que le grand enjeu national, c'est bien ça. Car lorsque je regarde ce qui est en train de se produire à gauche, alors je vois la même explosion en cours, sous nos yeux. Elle est moins spectaculaire depuis 8 jours parce que l'UMP a fourni un formidable paratonnerre aux inquiétudes et aux incertitudes et aux incohérences de la majorité au pouvoir. Ils ont quand même rendu le plus extraordinaire des services qu'on puisse rendre à ceux qui gouvernent aujourd'hui. Depuis 10 jours, attirer toute l'attention et ne montrer que ses mauvais côtés. C'est quand même formidable. Bon, c'est comme ça. Bon, ça arrive. Hein. Il y a dans les espèces vivantes des moments comme ça qui sont des moments de suicide collectif. Et c'est très difficile de les éviter. Nous en avons rencontré aussi. Bon. Et donc, à gauche, explosion. Explosion entre quoi et quoi ? Oh, c'est très simple. Il y a 3 explosions, à mes yeux. La première de ces explosions, c'est la fracture entre la gauche de la gauche, les écologistes, pour une très grande partie d'entre eux, le Front de gauche et la thèse que François Hollande a défendue, et je l'ai approuvé de l'avoir fait dans sa conférence de presse, qui est une thèse de recentrage de sa politique nécessaire. J'ai même dit que ça pouvait être un bas de Godesberg à la française, c'est-à-dire qu'en direct, il leur a dit à peu près le contraire de ce qu'il avait dit pendant la campagne présidentielle. Cette fracture-là, je ne sais pas où la ligne de fracture passera exactement, mais je puis dire qu'à mon avis, elle passera en tout cas à l'intérieur du PS. Parce qu'il y a aussi à l'intérieur du PS une partie de sensibilité qui... Voilà. Première fracture. Deuxième fracture, c'est la fracture entre le projet que les Français avaient entendu pendant la campagne présidentielle et la politique qui va être mise en place. Car Sarkozy, d'ailleurs aussi, comme Hollande, avait dit aux Français pendant la campagne ce qui leur ferait plaisir, ce dont ils croyaient que ça leur ferait plaisir, ce qu'ils croyaient que leurs électeurs attendaient. Et donc, on leur a promis la Lune. Des postes, des crédits, des allocations, des avantages, la fin des efforts. Sarkozy a dit la crise financière est finie et les économies c'est fini. Bon. Et d'ailleurs, je ne créerai pas d'impôts. Alors, quand vous mettez ces 3 choses ensemble, vous avez la dimension de la déception qui serait intervenue. Et François Hollande, alors, évidemment, a choisi d'accumuler les promesses positives.
les Français ont entendu ça. Dans un programme, on ne lit pas les lignes. On ne lit pas les 110 propositions pour Mitterrand, ou les, je ne sais pas combien il en avait, 60 propositions François Hollande. On ne lit pas le détail des choses. On entend la musique fredonnée par une campagne. Et la musique fredonnée par François Hollande, c'était Élise et moi. Comme nous sommes vraiment mieux que ceux qui sont en place, alors vous allez de nouveau retrouver les facilités qui étaient les vôtres autrefois. C'est ça qu'il a dit. C'est ça qu'on a entendu. Et les 60 000 postes dans l'éducation, c'est ça que ça voulait dire. Et l'augmentation de 30% de l'allocation de rentrée scolaire, c'est ça que ça voulait dire. Et la retraite à 60 ans, on ne savait pas très bien dans quelles conditions ni pour qui, c'est ça que ça voulait dire. Et je pourrais multiplier ainsi les exemples très, très nombreux qui allaient dans ce sens-là. Or, évidemment, bien qu'on n'en ait pas aujourd'hui sous les yeux le détail, les mesures qui vont devoir être décidées vont aller exactement à l'inverse de ces promesses. Parce que, si je compte bien, mais Robert me dira, on a promis 20 milliards d'économies cette année. Moi, je veux rappeler que quand la majorité précédente a voulu faire un très grand effort d'économie, d'ailleurs avec un certain nombre de bêtises comme les plus-values sur les biens immobiliers qui ne s'arrêtaient plus au bout de 15 années, mais au bout de 30 années, ce qui a bloqué le marché immobilier absolument partout, quand ils ont fait tous ces efforts-là, ils ont économisé 2 milliards. Là, c'est 20 en une année, plus 30 sur les 3 années suivantes. C'est ça le deal. 40 même. 20 plus 10, 10, 10. Bon. Donc ça va être un décalage très... N'oubliez pas cette astuce. C'est par rapport à ce qui aurait été. C'est-à-dire, c'est pas des vrais milliards d'économies. Ben oui, par rapport à une hypothèse de croissance. Je dis pas que ça... Je dis pas que ça change le raisonnement. Ça ne change pas le raisonnement. Mais j'en dirai un mot tout à l'heure. Il y a toujours, chez les socialistes, dans la présentation depuis quelques mois, des astuces de présentation quand même, qu'il faut savoir voir. Eh bien, selon moi, dans la démocratie du XXIe siècle, l'astuce est une faiblesse. Moi, j'ai des souvenirs très lointains. Quand Mitterrand était président de la République, il avait auprès de lui un conseiller en communication qui s'appelait Jacques Pillan, et qui d'ailleurs est passé avec Chirac après. Et puis le pauvre, il est mort parce qu'il était malade. Et Jacques Pillan m'avait en amitié, en sympathie, et Mitterrand se servait de Jacques Pillan pour m'envoyer des messages d'ailleurs d'encouragement en général, même quand il était en train de me mettre des bâtons dans les roues. C'était assez mitterrandien, n'est-ce pas ? D'un côté, je te sabre, de l'autre, je te fais savoir que je pense beaucoup de bien de toi. Enfin, j'ai écrit sur ça autrefois. Et un jour, Pillan est venu me voir, il m'a dit « Tu veux que je te donne un conseil vraiment précieux et qui te coûtera rien ?» J'ai dit oui. Il m'a dit « Je vais te dire ta faiblesse. » Il y a longtemps, hein, vous allez voir que je l'ai perdue depuis longtemps, cette faiblesse-là. Il m'a dit « habile, trop habile ». Et je suis absolument persuadé que l'habileté manœuvrière est, dans la conduite des peuples, surtout en temps de crise, est une faiblesse, est une erreur. Ça ne veut pas dire qu'il faut être stupide. Ça ne veut pas dire qu'il est recommandé d'être maladroit. Mais vous comprenez, il faut dire la vérité aux gens. En tout cas, moi, je suis absolument persuadé de ça. C'est la vérité qui est à la base du contrat démocratique. Et si on ne le fait pas, on se casse la figure parce que la perte de confiance est mortelle. Ça, c'est la deuxième fracture. Et la troisième fracture qui découle de celle-là, c'est que François Hollande n'a pas la majorité
du projet qu'il doit soutenir. Sa majorité, enfin de l'action qu'il va mener. Sa majorité, c'est celle du projet qu'il avait présenté aux Français, ou que les Français avaient entendu, ou qu'il s'était arrangé pour que les Français entendent. Et ces trois fractures-là, elles vont être naturellement très lourdes. Alors, fracture à gauche, fracture à droite. Et, alors je vous livre le fond de ce que je pense, il est impossible de sortir le pays des difficultés qui sont les siennes en n'ayant au pouvoir qu'une minorité fragile, qu'une majorité divisée, avec en face une opposition systématique. Le fait qu'il soit contre, que l'opposition soit par définition contre, avant qu'on sache ce qu'ils vont dire ou décider. Mais ils sont contre. Ils considèrent toujours que ça ne va pas, ou que ce n'est pas assez, ou que c'est le contraire qu'il fallait faire. Vous vous souvenez ce président américain qui avait une pancarte devant lui qui disait « La réponse est non, et maintenant dites-moi quelle est la question ». Eh bien, l'attitude, l'espèce de systématisme dans l'opposition, qui est la marque de la politique française, qui était l'attitude des socialistes hier et qui est l'attitude de l'UMP et d'ailleurs de l'UDI aujourd'hui. Ils disent non. Ils disent ça va pas. Ils disent les bras m'en tombent. Je suis estomaqué. J'arrive pas à comprendre comment. Oh, on a joué à ces jeux autrefois. Mais en temps de crise, vous ne pouvez pas vous payer ces jeux. Les décisions vont être si difficiles à assumer qu'on aurait besoin que les grands courants démocratiques du pays disent « Écoutez, sur ces 3 ou 4 choses, nous allons nous soutenir, nous allons nous souder. » Et c'est pour moi la clé, la seule clé du redressement du pays. Si on n'arrive pas à ça, alors vous allez voir que la prochaine élection sera encore une alternance dans l'autre sens. Et déception sur désillusion, au bout du compte, je vais vous dire, qui va gagner, c'est les extrêmes. Et notamment l'extrême droite. Parce que parti comme on est en train de créer les conditions pour une vague d'extrême droite. Désastreuse pour l'avenir du pays. Désastreuse. Qui nous conduira à des catastrophes. Mais je crains que si on continue comme ça, s'il n'y a pas une revendication civique de gens qui disent « Écoutez, nous ne sacrifions rien de nos opinions, mais nous sommes là pour aider à sortir le pays des difficultés. » Et voilà notre vocation à nous, notre travail à nous, notre job à nous. Voilà pourquoi nous sommes singuliers et différents dans la politique française. Et voilà pourquoi nous avons une mission qui ne peut être assumée par personne d'autre. C'est très difficile, c'est très exigeant. Je ne vous dis pas que ça soit confortable, ça ne l'est pas. Ça n'enrichit pas. Je profite au passage pour vous dire qu'on est pauvre, donc on va vous faire une petite lettre pour voir si par hasard vous ne pourriez pas... mais on est libre. On est non aligné. Ce qui veut dire qu'on peut approuver fortement quand ça va dans le bon sens et combattre fortement quand ça va dans le mauvais sens. J'étais ce matin sur RTL, j'ai expliqué que, à mon avis, moi qui avais soutenu les propos de Hollande dans sa conférence de presse, la manière dont Montebourg conduisait le combat sur l'affaire Mittal était contre-productive pour le pays. C'était le contraire. On allait dans le mauvais sens parce que quand les investisseurs, c'est un petit monde, les investisseurs du monde, entendent dire nous ne voulons plus de Mittal en France, il a 20 000 emplois en France. Je ne vous dis pas que ça soit un vertueux. C'est pas un investisseur. Ouais, c'est un financier. Prédateur aussi. Bah, tout le monde, j'en connais plein. Mais vous voyez, dire nous ne voulons plus en France de quelqu'un qui a 20 000 emplois, je ne sais pas si on mesure, qui est entre nous au passage à la tête de toute la sidérurgie française, parce qu'on le lui a vendu. Et ce n'est pas ce gouvernement actuel.
c'est le gouvernement précédent et même antéprécédent. Enfin, moi, je considère que c'est contre-productif, qu'on ne peut pas s'exprimer de la sorte. Et donc, cette liberté de parole et de langage, ça peut être un repère le jour où les Français auront compris, vu que là, il n'y a pas de manœuvre. Si on manœuvre, on est fichu. Si on est en train d'essayer d'organiser les choses pour trouver des avantages, des privilèges, on est fichu. Il faut que l'authenticité de notre pensée, de notre vision, soit d'une intégrité absolue. Et là, les Français, je crois, un jour ou l'autre, vont s'apercevoir de deux choses, et j'en aurai fini là pour l'ouverture de la discussion, vont s'apercevoir de deux choses. Premièrement, que nous leur avions dit la vérité tout au long de ces années, et que pas un seul des diagnostics que nous avions faits ne se trouve démenti par la réalité, que tout ce qu'on leur avait dit, ça se produisait ligne à ligne. Et deuxièmement, que nous sommes le seul courant politique du pays prêt à travailler au redressement sans nous soumettre aux uns ou aux autres, ou à travailler au redressement avec les uns et avec les autres. Moi, je crois qu'il se passera peu de mois avant que cette attitude politique devienne singulière et donc attractive dans le paysage politique français. Voilà à peu près ce que j'ai en tête. Je ne crois pas dissimuler les choses. Robert va s'exprimer aussi à son tour, et puis vous, autant que vous le voudrez, sachant seulement que on avait promis de finir à 20h précises, on ira vers 20h15, mais guère au-delà. Merci François. Non, moi je voulais vous dire deux choses. La première, c'est peut-être que ça vous intéresse d'avoir un avis sur le plan de la Grèce, enfin le sauvetage de la Grèce dont on a parlé hier et l'avenir. Ça, c'est la première chose. Puis deux ou trois petites choses sur la situation économico-politique française. Alors, l'histoire de la Grèce, c'est terrible ce qui s'est passé hier. Enfin, c'est pas un sauvetage de la Grèce auquel on a assisté hier. Pas du tout. C'est, le bourreau qui dessert un tout petit peu l'étau pour que le torturé puisse quand même respirer et que ça puisse durer un peu plus longtemps. Donc, je suis au regret de vous dire qu'on n'a pas du tout sauvé la situation de la Grèce hier. On a aménagé la peine pour que, la Grèce survive un peu plus longtemps. Alors, je vais vous expliquer ce qu'on a fait pour que vous compreniez bien ce dont il s'agit. En gros, le FMI, parce que c'est le FMI qui a pris le pouvoir dans ce qu'on appelle la Troïka, qui est composée de la BCE, de la FMI et de la Commission européenne. Le FMI a pris le pouvoir et a dit « Attendez, nous, on a l'habitude de redresser les pays dans lesquels les comptes ne vont pas du tout, et on sait très bien que si vous laissez un plan dans lequel la dette qui reste remboursée par le pays est trop élevée, ce pays n'arrivera jamais à s'en sortir. » Sur le raisonnement, on est complètement d'accord. Il n'y a pas d'incertitude à cet égard. Et alors, avant le plan d'avant-hier, en 2020, la convergence des mesures qui étaient imposées à la Grèce devait arriver à ce que sa dette publique atteigne 144% du PIB. 144%. Alors le FMI a dit non. 144%, c'est quand même trop. Donc on est arrivé avec hier ou avant-hier, c'est avant-hier, hein, je crois. C'est hier, bon, c'est hier. Le temps passe vite. On est arrivé à l'idée, alors, ils sont arrivés à dire, on va arriver à 124%. Donc, on va être à 124% en 2020. Vous voyez la belle affaire, quoi. C'est-à-dire que... Bon, et alors comment on fait pour arriver à 124% en 2020 ? Pour faire simple, on fait deux choses. On allonge la dette de la Grèce, qui va passer de 15 ans à 30 ans. Voilà. Et deuxième chose, on baisse de 1%. On baisse de 1% les taux. Alors, au passage, on dit aussi que ce n'est pas très moral que la BCE puisse s'enrichir sur le dos de l'argent qui est prêté à la Grèce. Donc on dit que la BCE va restituer le bénéfice qu'elle fera en ayant prêté de l'argent dans ces conditions. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on a utilisé vis-à-vis de la Grèce ce que beaucoup de banques d'affaires utilisent lorsqu'il s'agit de sauver une entreprise en empêchant sa faillite et en essayant de voir de quelle façon la production peut quand même fonctionner
et faire en sorte que tout ce qui est dégagé de cette production aille directement aux banquiers qui ont besoin de se rembourser des dettes qui ont été faites. Donc on est sur le zéro, quoi. On est sur le zéro. On dit finalement, si on est en dessous du zéro, la tête passe sous l'eau et on ne pourra plus respirer. Donc on garde, la tête sur l'eau. Mais on n'a rien fait d'essentiel. C'est-à-dire que par rapport aux options radicales, alors il y a plusieurs options radicales, je ne veux pas les développer ici, mais par rapport aux options radicales, certaines sont bonnes, certaines sont moins bonnes, on n'a pas vraiment tranché dans le vif. Et d'ailleurs, j'en veux comme simple résultat que, vous l'avez peut-être vu aujourd'hui, les bourses n'ont pas du tout salué ce qui a été... Normalement, ça aurait dû être une envolée des bourses. Pas du tout. C'est tout simplement des bourses qui sont plates et qui disent, ben voilà. Et alors les analystes financiers disent quoi? Ils disent, bon, on est peut-être tranquille pour 6 mois. Voilà, donc on est peut-être tranquille pour les 6 mois qui viennent. Et puis évidemment, pour ce qui est de la situation en particulier en Italie et en Espagne, il n'y a évidemment strictement rien qui a été fait. Et ça, ce n'était pas du ressort de la réunion d'hier. Donc simplement pour vous dire que, évidemment, je préfère que la situation soit, de telle manière que la Grèce ne soit pas en défaut demain matin et qu'on puisse lui verser ces 40 milliards d'aides qui sont tellement attendues. Mais en réalité, le courage n'a pas été au rendez-vous d'hier. Ce qui a été au rendez-vous d'hier, c'est de trouver un compromis, malgré tout, en faisant des concessions ici ou là. Mais le courage réel pour trouver une solution durable à la situation de la Grèce et enclencher sur une solution européenne n'a pas du tout été au rendez-vous. Alors, si je parle par ailleurs des échecs des réunions des jours passés, à la fois sur le budget européen et puis sur l'idée dans le Conseil européen d'avoir une perspective différente de l'avenir de l'Europe, les choses ne sont évidemment pas brillantes. Voilà ce que je voulais vous dire sur la question de la Grèce. Je ne sais pas si François partage mon analyse. Absolument. On n'en a pas parlé. Absolument. Donc, voilà. Donc, je trouve que... Alors, je vous donne la parole dans une seconde, si vous voulez bien. Et je voulais juste, parce que comme le temps passe vite, je voulais vous dire ce que je pense de la situation économique et économico-politique française. Alors d'abord, vous avez vu qu'aujourd'hui, je crois que c'est l'OCDE qui a sorti ses prévisions. Donc, tous les organismes, les uns après les autres, sortent de publications. Leurs prévisions, donc 0,3% pour l'année prochaine. Donc, il y a vraiment une grande convergence. Les 0,8%, il n'y a plus beaucoup de gens qui y croient. Bizarrement, il y a un certain nombre de gens qui y croient chez les socialistes. C'est-à-dire que... non, mais c'est sincère. Enfin, j'ai eu plusieurs fois l'occasion au cours des dernières semaines de parler avec celle qu'on appelle l'étoile montante de l'économie OPS, qui est Karine Berger, qui est une collègue, parce que elle a, comme moi, travaillé dans les couloirs de l'INSEE pendant de nombreuses années. Et elle est une prévisionniste très sérieuse. Elle y croit, quoi. C'est-à-dire que, non, elle croit que les 0,8% sont possibles. Et elle me dit, François Hollande y croit aussi. Il y a une sorte de puissance de cette conviction. Alors, elle a, pour l'anecdote, quand elle est devenue parlementaire, puisqu'elle est députée depuis la dernière élection, elle a emmené chez elle le modèle qu'elle fabriquait à l'INSEE pour les prévisions économiques. Donc, elle continue chez elle le soir à faire tourner son modèle pour voir si ça marche. Et si ses collègues de l'INSEE, une fois qu'elle est partie, ne se sont pas mis à faire des choses épouvantables. Et donc, elle continue à croire à cette hypothèse de croissance qui, en gros, est fondée sur une théorie mécanique des cycles, consistant à dire, l'année prochaine... Après la pluie vient le beau temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la théorie des cycles, de ce point de vue en économie? Ça veut dire, en gros, à force de ne pas investir, les machines tombent en panne. Et comme il faut quand même que les machines fonctionnent dans les usines, il y a bien un moment où il faut que mécaniquement l'investissement reparte, parce que voilà. Donc ça, c'est une des pistes. Juste pour ajouter anecdote à l'anecdote, je faisais une conférence où je participais à un débat avec Karine Berger dimanche à Bordeaux, à Pessac, sur les lendemains de 68, et elle vient de publier un livre avec une collègue qui s'appelle « Les 30 glorieuses sont devant nous ». Et moi, j'ai quelques réticences à l'idée que les 30 glorieuses sont devant nous. D'abord parce que je crois que les cycles de croissance ne sont pas continus et que, comme on dit dans le monde boursier, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Il y a un moment de croissance
des sociétés comme des végétaux, comme des animaux. Et après, il y a au contraire une asymptote. Il y a un moment où ça croît beaucoup moins parce que c'est déjà très haut. Et donc, Karine Berger, elle a un très grand optimisme volontariste sur l'avenir. Moi, j'ai plus de doutes sur ce Voilà. point. Alors, si on croyait aux théories des cycles, lors de l'arrivée de la nouvelle économie, on aurait dû enchaîner un cycle dit de Kondratiev de 25 ans de croissance. Et vous voyez, si vous mettez 25 ans après l'arrivée de la nouvelle économie en l'an 2000, on devrait être aujourd'hui en plein boom de cette croissance. Bon, alors, je voulais juste vous dire un mot sur, en tout cas, moi, ce que je ressens du gouvernement économique de la France aujourd'hui et de la position qui est en tout cas la mienne et comment je vois les choses. Comme l'a dit François tout à l'heure, on a du mal à être en désaccord avec les mesures qui sont prises et qui vont dans le bon sens. Et pour faire simple, beaucoup de mesures qui sont prises sont, enfin justement, parce qu'elles ne sont pas prises, c'est bien ce que je voulais dire. Beaucoup de mesures qui sont annoncées vont dans le bon sens. La vraie question, et à mon avis la vraie question pour nous, enfin pour nous et pour tous les citoyens, mais pour nous en tant qu'observateurs privilégiés de cette situation, c'est de savoir si dans les 3 mois ou dans les 4 mois, il va vraiment se passer quelque chose ou pas. Parce que pour l'instant, il ne se passe rien. C'est-à-dire que les annonces sont là, mais il ne se passe rien. La machine n'est pas mobilisée pour faire en sorte qu'il se passe quelque chose. Et là, ça va être extrêmement difficile, effectivement, s'il ne se passe rien. Et puis, si vous me permettez, juste un commentaire sur la question de Florange et de M. Montebourg et de M. Mittal. D'abord, vous avez peut-être vu qu'aujourd'hui, le maire de Londres a fait de l'humour en disant, puisque le gouvernement français veut mettre à la porte Mittal, qu'il vienne massivement à Londres et en Angleterre, nous on l'attend. Je vous rappelle juste que c'est Boris Johnson, donc le maire de Londres, qui a dit ça. Monsieur Mittal, c'est la 2e fortune britannique. Il faut quand même le savoir. Oui, et quand il marie sa fille, je crois que ça coûte 55 millions de livres. Mais voilà. Mais donc M. Mittal est la deuxième fortune britannique. J'espère qu'il n'a pas trop de filles. Ce qui me gêne dans la décision qui a été prise, c'est pas, comment dire, cette décision. J'ai entendu ce matin François face à Jean-Michel Apathy sur RTL qui disait, et évidemment, on peut être que d'accord avec ça, qui consistait à dire, enfin, encore faut-il qu'à Florange, on soit capable de fabriquer des aciers pour lesquels il y a une demande. S'il ne s'agit pas de rencontrer une demande, ça ne sert pas à grand-chose. Mais au-delà de ça, moi, j'ai pas été tellement... Enfin, j'ai été gêné, évidemment, par les propos de Montebourg, consistant à dire on ne veut plus de Mittal en France, mais j'ai aussi été gêné par le vocabulaire utilisé qui a consisté à laisser croire au peuple français, et en particulier à celui qui est dans la misère liée aux chiffres du chômage, on en a parlé tout à l'heure, qu'on allait pouvoir refaire des nationalisations. Et ça m'a terriblement, inquiété. Et je ne sais pas si vous avez entendu ce matin dans les auditeurs qui ont la parole dans les différentes émissions de radio, moi j'ai entendu, un auditeur qui disait sur une radio, mais alors, si on est capable de renationaliser Florange, alors il faudrait renationaliser chez moi, mon entreprise qui va, etc., etc., etc. Et évidemment, et c'est là où on voit quelque chose que je trouve très difficile dans la période politique que nous vivons, et en particulier avec les socialistes au pouvoir, c'est que cet aggiornamento, ce Bad Godesberg que l'on peut espérer, on n'est jamais complètement sûr qu'il ira jusqu'au bout. Il y a une sorte de tentation régressive de revenir en arrière, une façon que je trouve qu'a François Hollande de la faire à la Mitterrand, mais je ne sais pas si Mitterrand le ferait comme ça aujourd'hui d'ailleurs, parce que Mitterrand c'était il y a 30 ans, de donner le sentiment d'avoir un coup vers une sorte d'aggiornamento, puis un coup qui laisse entendre que l'on peut croire encore aux vieux habits, ceux qui sont totalement hors d'usage et totalement dépassés. Et c'est ça qui m'inquiète. C'est que d'un côté, donc, il y a des mesures qui vont dans le bon sens en termes d'annonces, mais dont on attend la concrétisation. Et je souhaite, en ce qui me concerne, que ces concrétisations se fassent. Je souhaite que la BPI fasse du bon travail. Donc la BPI ne sera pas déconcentrée réellement dans sa structuration globale. On mettra la banque pour l'investissement. Oui, la banque publique pour l'investissement. On mettra 2 représentants des régions
un petit peu, j'ai l'impression, un peu en potiche au conseil d'administration, parce que je ne crois pas vraiment que ces 2 membres des régions joueront un rôle absolument central. Alors on nous a annoncé que 90%, c'est le président de la République lui-même qui l'a dit dans sa conférence de presse, 90% des décisions seront prises le plus près possible du terrain. J'attends, c'est ça qu'il faut que nous voyions. Et en face, donc, par rapport à cette situation avec M. Mittal, cette façon de caresser, comment dire, une nostalgie, une situation du passé. Et puis d'ailleurs, si ça marche, ben, ça donnera encore plus la possibilité à certains de dire, mais il faut le faire ailleurs. Moi, j'aurais préféré qu'on utilise d'autres mots. Quand, les ministres sont capables de venir nous dire qu'il ne faut pas parler d'austérité parce que c'est un gros mot, j'aurais aimé qu'ils utilisent d'autres mots que des mots qui soient nationalisation, qui soient contrôle public. Voilà, j'aurais aimé que ce soit des mots qui laissent rendre possible cette idée. Parce que si c'est, finalement, si c'est absolument une bonne chose, puisque M. Mittal, dans le fond, comme vous l'avez dit à juste titre, c'est un financier. Il ne veut pas relancer Florange. Il ne veut pas du tout. Mais bon, s'il empoche, comment dire, quelque chose qui l'indemnise, il n'est pas contre. Donc je ne fais pas confiance à M. Mittal pour être porteur d'un projet industriel effectif sur le site de Florange. Je ne lui fais plus confiance à cet égard. Et j'ai l'impression que vous non plus, quand vous dites que c'est un financier. Donc ce n'est pas sur son évaluation à lui qu'il n'est pas possible de faire quelque chose à Florange que je m'appuie. En revanche, si on peut faire quelque chose, eh bien tant mieux. Mais qu'on l'habille autrement, qu'on l'habille, c'est parce que j'ai pensé à celles qui sont au-dessus. Là. Nous avons une ruche au-dessus. Et puis, il y a quelques jours... On met en pratique nos principes. Donc, en tout cas, qu'on l'habille autrement, qu'on appelle ça autrement, qu'on ne fasse pas, qu'on ne nourrisse pas, comment dire, des espoirs qui seront forcément avec des déceptions considérables derrière, et puis qu'on en arrive, alors qu'on les attend impatiemment, à des mesures concrètes dans les prochaines semaines. C'est vraiment ça, notre rendez-vous, et nous serons vigilants, en tout cas, sur cette question. En tout cas, vous voyez, notre liberté de penser est un atout. Pour l'instant, ce n'est pas encore massif, mais c'est un atout très important de pouvoir dire oui et non et attention. Moi, je considère que la politique française, elle devrait être entre des forces qui ont cette objectivité de regarder les choses. En tout cas, il me semble que ça nous singularise beaucoup dans le monde politique français. Alors, à vous la parole pendant les 20 minutes ou 25 minutes qui restent. On va faire vite chacun, voilà. Je voudrais juste revenir, cher François, sur l'interview de ce matin, je dirais plutôt la discussion d'ailleurs, avec Jean-Michel Apathy, qui pour une fois n'a pas pu en placer une, et j'ai apprécié beaucoup au réveil. C'était très agréable. Je voudrais revenir sur quelque chose. Robert, je ne suis pas d'accord pour ce qui est de Mittal, de l'homme, je veux dire. Il se trouve que mon épouse est indienne, que j'ai fait un mariage indien, que ma famille de cette famille-là est indienne, que ce sont tous des industriels, des chirurgiens, ils ont des cliniques, ce sont des gens qui sont dans les affaires. Ce sont des gens qui, dans leur esprit, n'ont rien contre les autres. Il faut être bien clair. Ce n'est pas un ennemi. Ce n'est pas quelqu'un qui, dans son esprit, peut être un ennemi. Et ce n'est pas un financier à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire la finance pour la finance. S'il peut faire des affaires, en rendant service au pays dans lequel il fait ses affaires, il le fera. Et le prendre de cette façon aussi violente, aussi brutale, je dirais presque aussi vulgaire, il ne va pas apprécier, franchement. Hein. Donc voilà, je pense que François Hollande aura une fin de non-recevoir. Et il y a quelque chose qui est d'autant plus ridicule dans cette histoire-là, c'est que Montebourg a l'air de pas du tout se rendre compte que c'est une filière, c'est pas seulement Florange, c'est une filière, que la chaîne à froid de Florange fait partie d'une filière industrielle, et que pour Mittal, c'est une condition même de survie de cette filière-là. C'est-à-dire qu'on ne touche pas à la chaîne à froid, sinon un ensemble de choses vont tomber. C'est comme des dominos. C'est la première chose. La deuxième chose surtout, je reproche à notre pays une maladie terrible, c'est de faire l'autruche. Parce que là, on parle de Florange, mais il n'y a pas que ça, il y a le raffinage. Le raffinage, en France, va s'écrouler. Il ne faut pas croire qu'il ne va pas s'écrouler. Alors on essaye de sauver Petit Couronne, mais c'est un leurre absolu. Les autres raffineries vont tomber les unes derrière les autres, et pas seulement en France. Qu'est-ce qu'on va faire? On va nationaliser les raffineries aussi? C'est complètement ridicule. Le fait est que notre pays refuse de faire le diagnostic de son avenir
de la transition énergétique en particulier, de tous les énormes efforts qu'il faut faire. Et à cause de ce refus-là, eh bien, nous ne voyons pas ce qui va se passer, nous laissons à croire, et c'est terrible aux gens, nous laissons à croire qu'on va pouvoir les sauver. Or, ce n'est pas vrai, on ne va pas du tout les sauver. Donc je pense que, François, vous avez dit attention tout à l'heure, je pense qu'effectivement, il nous appartient à nous, en dehors de la critique et des conseils sur la gouvernance, de rappeler aussi que nous avons un devoir de diagnostic sur l'avenir. Bien sûr. D'ailleurs, pour aller dans votre sens, ce matin, le type de la CGT qui était interviewé, je ne sais plus si c'était après moi ou avant moi que j'ai entendu, il disait, eh bien, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut nationaliser la totalité de la sidérurgie en France. C'est ce qu'on disait. Excuse-moi, mais je ne suis pas d'accord avec toi sur le premier point. Alors, je voudrais juste te dire pourquoi. D'abord, j'ai lu un certain nombre d'articles sur M. Mittal, et dans ces articles, on dit qu'en gros, M. Mittal adore deux choses fondamentales dans la vie, c'est sa famille et l'argent. Donc, très bien, on a le droit d'aimer l'argent et d'aimer sa famille. C'est pas du tout... c'est mieux que d'aimer l'argent tout seul. Voilà. Bon. C'est pour ça qu'on dépense 55 millions de sterling quand on marie sa fille. Mais je crois profondément que M. Mittal, parce qu'il est britannique et d'origine indienne, je crois que M. Mittal ne porte pas dans ses objectifs personnels la reconstruction de notre pays et de la France. Et qu'on ne peut pas l'en vouloir. Mais il faut qu'on l'intègre, nous. Et il faut donc qu'à partir du moment où nous sommes dans une hypothèse, justement, de vouloir reconstruire notre pays, et c'est lié à ce que nous appelions le produire en France pendant la campagne présidentielle, et c'est lié aussi au fait que c'est bien l'illustration qu'on ne peut pas avoir un capitalisme en France qui soit organisé sur une sorte de monopolie de grands groupes et de très très grandes entreprises qui oublient ce que les Allemands ont su faire, c'est-à-dire un réseau, un maillage d'entreprises de taille intermédiaire, de PME, parce que ces entreprises-là, parce que quand on est un patron d'une PME dans un Länder en Allemagne, eh bien, je suis désolé, mais et c'est bien, eh bien, on s'intéresse à la destinée des personnes qui vivent dans ce Länder et en particulier des personnes qui y travaillent. Et M. Mittal, j'ai strictement rien contre lui, mais cette espèce de mécano que l'on a fabriqué, eh bien, qui est typiquement une des constructions de la globalisation d'aujourd'hui, et demain, ça risque de se produire exactement de la même façon avec, y compris des groupes comme Peugeot ou d'autres types de groupes, ça aboutit à ce type de résultat. Donc, aucune agressivité contre M. Mittal, mais en même temps, nous aboutissons au résultat que quelque part nous avons organisé collectivement par cette façon de ne pas comprendre la réalité et les germes de nos problèmes et d'avoir laissé s'installer ce type de capitalisme qui, pour moi, pose vraiment un grand problème, non seulement moral, mais un problème politique et un problème pour l'avenir. Eh bien, Robert, moi, je ne suis pas tout à fait de cet avis. Je pense que le problème est beaucoup plus simple que ça. Je pense que le groupe de M. Mittal est endetté de 24 milliards d'euros. Et que devant c'est au fond comme la France, hein, devant la menace de ce mur financier qui vacille et manque de s'écrouler, eh ben, il coupe dans tout ce qui n'est pas rentable. Et c'est la situation du groupe Mittal qui crée la situation. C'est pas son absence de patriotisme, mais même pas le côté financier. C'est l'équilibre qui est désormais créé dans le bilan le déséquilibre qui est créé dans le bilan de ce groupe. Pourquoi ? Parce que la consommation d'acier s'est effondrée sur les 2 dernières années et que les pays Chine, Inde en développement à qui nous vendions des aciers de haute valeur ajoutée se sont mis à produire les aciers à haute valeur ajoutée. Je ne suis pas inquiet malgré tout pour la destinée de M. Mittal. Non, il a dû mettre un peu de sous de côté. On va aller au fond de la salle, si vous voulez. Et une voix féminine. Voilà. Ça a quelquefois des avantages. Oui, bonjour. Je voulais réagir au discours de Robert Rochefort quand il a parlé de Karen Berger et de sa théorie des cycles, où en fait, quand les machines ont vieilli, on les remplace. Simplement, ce qu'on observe de plus en plus, c'est que les investissements sur les machines ne se font plus en France ni même en Europe pratiquement,
et se font dans les pays émergents. Et il y a un article dans Le Monde d'aujourd'hui qui parlait de l'avenir des jeunes diplômés, et qu'en fait, les jeunes ingénieurs occidentaux, donc européens et américains, seraient de plus en plus amenés à s'expatrier pour faire de la recherche-développement et de la production dans les pays émergents. Et ça, je trouve que c'est catastrophique. Mais on peut espérer que c'est passager. Parce que moi, je crois... alors ça, c'est, comme on disait en latin, credo quia absurdum. Hein, je crois, j'ai pas de raison rationnelle de le dire, mais c'est une intuition, ou en tout cas un espoir. Moi, je crois qu'on va découvrir, évidemment, qu'il y a aussi beaucoup de désavantages à être loin, expatrié, y compris pour le développement des process, et je suis frappé, vous savez que je vis juste à côté de plusieurs très grandes entreprises industrielles aéronautiques. Je suis frappé de voir que l'idée des relocalisations est quand même désormais en partie dans l'air du temps. D'abord parce que les expatriés, ça coûte cher. Ensuite parce que le mode de vie dans ces sociétés, dès l'instant qu'on avance un peu dans la vie, devient plus aléatoire, Enfin, moi et que les enfants grandissent et qu'on voudrait qu'ils soient français et qu'on voudrait qu'ils aient l'éducation nationale gratuite. Parce que c'est pas tout à fait la même chose de faire des études supérieures en France où ça ne coûte rien, et même avec un coup de pot dans certaines très grandes écoles où vous êtes payé pour faire les études, c'est pas tout à fait la même chose que d'avoir à débourser $40 000 par an pour se payer une université de bon niveau. Et donc, moi, je crois que notre pays peut être attractif pour peu qu'il apparaisse que dans ce pays, on soutient les activités dont on parle. On soutient les entreprises, on soutient les créateurs, ils y ont leur place, ils sont reconnus, on leur donne des légions d'honneur s'ils en ont envie. Il y a des gens qui aiment ça. Bon, en tout cas, moi, ma boutonnière est propre, monsieur. Et donc... non. C'est une plaisanterie qu'on faisait autrefois chez les 68 arts. Bon. Et donc, il faut les signes de reconnaissance. Et il faut orienter. C'est ce qui manque le plus aujourd'hui, au fond, je dis ce que tu as dit à ma manière et ce que nous pensons. Qu'est-ce qui manque ? Il manque la mobilisation générale de la nation, des forces vives autour d'un projet national. Il manque que le président de la République, parce que c'est son boulot, organise les choses de manière qu'on sente que le pays pousse, que toutes les forces du pays vont pousser dans le même sens. Et c'est pas du tout ce qu'on sent. Et précisément les affaires Montebourg, ces mots utilisés, l'accent qui y est mis, c'est un contre-message autour de cette idée, et qui est tout à fait entendu à l'extérieur. Voix masculine, où vous voulez. Oui, vas-y. Complément là. Juste un complément à ta question. Notre pays, quand on le regarde, si on le regarde en faisant fi des données historiques et culturelles récentes, et qu'on le regarde comme ça, comme un aplat, il devrait être un pays avec une capacité de production, une croissance extraordinaire. Nous avons énormément d'atouts. Nous avons une géographie qui est extraordinaire. Nous avons des infrastructures absolument considérables. Nous avons une énergie qui coûte absolument pas cher, pour l'instant en tout cas. Je dis pas que... Enfin, en tout cas, c'est un atout d'aujourd'hui. Je dis pas que... Bon. Et nous avons une démographie. C'est-à-dire que la démographie française est un atout que peu de pays ont autour de nous. L'Allemagne a une démographie catastrophique. L'Italie et l'Espagne sont en train d'avoir des démographies absolument catastrophiques. Même la Pologne a une démographie qui est en train de s'inverser.
La France a une démographie extraordinaire. Cette démographie qui fait d'ailleurs que dans 20 ans, nous aurons à peu près la même population a priori que l'Allemagne. Nous aurons rattrapé, comment dire, le retard que nous avons par rapport à l'Allemagne. Mais en même temps, cette chance démographique, on la gâche. Et on la gâche pourquoi ? Parce qu'effectivement, le fait que nous ayons des jeunes, que nous reproduisions nos générations et que donc notre population progresse parce qu'on vit de plus en plus vieux, en n'offrant pas de débouchés à ces jeunes, on gâche l'atout principal que nous avons. Et moi, je ne sais pas si les jeunes iront à l'autre bout du monde. Je pense qu'ils ne seront pas obligés à l'autre bout du monde, parce que je pense que c'est nos amis allemands qui vont prendre nos jeunes. Si, d'une certaine façon, nous ne leur proposons pas des emplois rémunérés qui soient des... Non, mais ça va s'accélérer. Ça va s'accélérer. Mais oui, mais l'enjeu, comment dire, l'enjeu de la croissance allemande... L'enjeu de la croissance allemande est tellement important pour eux que, voilà. Donc nous avons un devoir de faire en sorte que, comment dire, ce talent ou cette chance ou vraiment cet atout considérable qui est là, nous ne le gâchions pas et nous ne transformions pas en inconvénient, en poids lourd, en charge sociale, en charge financière, en charge de désespérance. Et donc c'est vraiment une question tout à fait fondamentale. Nous devrions considérer que parce que nous avons cette chance, nous avons encore plus le devoir de réussir. On va prendre le dernier intervenant parce qu'il est 20h15 et que nous prenons l'habitude de faire... J'ai pris le micro. Qui a pris le micro ? C'est moi qui ai pris le micro de manière non démocratique. Ah, très bien. Un vrai démocrate. Voilà. Oui, il y a un élément très important à mon avis, une fracture dont vous n'avez pas parlé tout à l'heure, c'est la fracture entre les citoyens et la politique et la classe politique. Aujourd'hui, je trouve, et nous l'avons rencontré lors des élections législatives, c'est que la classe politique en tant que telle française n'est plus du tout crédible pour des raisons que vous avez évoquées tout à l'heure, à savoir des politiques blanc-bonnet ou bonnet-blanc, la droite ou la gauche, c'est le même programme. Ce qui peut donc avantager les extrêmes, qu'elles soient de droite ou de gauche. C'est aussi la professionnalisation de la classe politique. En 20 ans, nous voyons toujours les mêmes sur les plateaux télé. Et donc, du coup, ce n'est plus une guerre, un débat d'idées, mais c'est un débat de chef pour avoir le pouvoir, pour asseoir son pouvoir. L'épisode de l'UMP est assez flagrant à ce niveau-là. Alors, si je parle de fracture entre la classe politique et les Français, c'est que si on veut déjà gagner de nouvelles élections, de gagner des élections, et si on veut mobiliser des Français à un projet, quel qu'il soit, un projet salvateur pour la France, encore faut-il rendre du crédit à la classe politique, aux hommes politiques, et pour ça, il me semble nécessaire de faire un Big Bang sociétal ou un Big Bang politique sur les politiques en tant que telles, le non-cumul, à savoir 2 ans, enfin 2 mandats, pas plus, enfin d'autres propositions que je n'ai pas en tête. Mais ça me semble le b.a.-ba d'un nouveau contrat social entre les Français et la classe politique pour pouvoir donner de la crédibilité et de Absolument. Et c'est pourquoi j'ai proposé le référendum de moralisation de la vie publique, pour faire non pas un Big Bang, mais un choc. Pour que les gens aient le sentiment que, après et avant, c'était pas la même chose. J'entends dire, j'ose pas penser que c'est vrai, mais j'entends dire que les socialistes sont en train de dire, on va faire le cumul des mandats, mais pour 2017. Eh bien, je vous jure que s'ils font ça, ils sont décrédibilisés à jamais en quelques heures. Non pas qu'on ne puisse pas discuter du cumul des mandats. On aurait pu. Simplement, quand tout un courant civique, citoyen, s'est formé autour de cette idée qui est en effet une idée de moralisation. On va faire accéder de nouveaux visages, de nouvelles générations. Enfin, c'est compliqué l'affaire des nouvelles générations parce que, comme la vie humaine s'allonge, les politiques, ils sont des humains comme les autres. Enfin, en tout état physiologiquement, ils sont des humains comme les autres. Et donc, ils souhaitent la retraite plus tôt.
eux aussi sont jeunes plus longtemps. Mais c'est absolument exact qu'il faut faire apparaître de nouveaux visages. C'est pourquoi proportionnel, c'est très important. Moi, j'hésite pas à dire, j'ai combattu leurs idées toute ma vie, mais il faut qu'il y ait de l'extrême droite à l'Assemblée nationale et de l'extrême gauche à l'Assemblée nationale. Hein? Non, oui. Il faut ça. Eh bien, on les combattra à la tribune et il y aura des mouvements d'opinion et tout ce qu'on veut. Mais au moins, les discours à la tribune seront plus l'eau tiède qu'on a tout le temps. Qui s'intéresse aux discours à la tribune de l'Assemblée? Personne. Et pourquoi? Parce que y a aucune émotion dans tout ça. Vous savez que le type de la majorité qui monte à la tribune, c'est pour dire le gouvernement est formidable. Et que le type de l'opposition qui monte à la tribune, c'est pour dire le gouvernement est nul. Et ça applaudit à gauche au premier et ça applaudit à droite au deuxième. Il n'y a jamais la moindre originalité, vie, style, panache, humour. Il n'y a rien de tout ça. Comment vous voulez? Et il y a 577 personnes, plus d'hommes que de femmes, mais bien sûr, qui jouent à cette espèce de théâtre d'ombre. Et ça coûte les yeux de la tête. Et donc, bien sûr qu'il fallait faire vous dites Big Bang, en tout cas, ce changement, ce renversement, au sens étymologique, cette révolution, pour qu'on ait le sentiment que oui, enfin, c'est pas tout à fait comme avant. Et c'était très précieux. Je crains qu'on ne rate cette chance. Dieu sait pourtant que Jospin, c'est timide et ça passe à côté de bien des choses. Mais au moins, il faut ouvrir ça. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Si, j'arrive à comprendre. Parce que quand on a de puissants soutiens dans les assemblées, elles veulent rester comme elles sont. Et quand les gens sont en même temps élus locaux et dans les assemblées, ils veulent rester comme ils sont. Et vous n'avez pas envie de faire de la peine à vos amis. Sauf que l'écart se creuse entre la base. Mais c'est pas que l'écart se creuse. Tout ce dont nous parlons là, qui est programmatique, qui est de style, qui est de dispute et de haine recuite, ça fait qu'il n'y a plus de lien. Le cordon par quoi passe la confiance est brisé. Mais les gens n'écoutent même plus. Il faut voir, ça les a amusés 3 jours, l'UMP. Mais au bout de 3 jours, ils disent... ils en viennent à s'en foutre. Pour eux, c'est un autre monde. C'est d'ailleurs des manières de parler qui sont plus... Enfin, il y a plus rien de tout ça. C'est des jeux dans lesquels ils ne se reconnaissent plus. Eh bien, il nous appartient de faire que, de nouveau, un jour, ils s'y reconnaissent. Telle est notre mission. Il est 8h15. Merci à tous.